de 2 heures avec Carré d'Artistes pour son showcase, qu'on remercie encore une fois pour sa participation. Je vais essayer d'écourter un petit peu pour pouvoir vous permettre de profiter des activités quand même prévues cet après-midi. On aura une petite pause de 15 minutes pendant le showcase. Et on a un petit souci technique, vraiment commencer, Stéphanie avait une petite vidéo qui résumait votre activité. En gros, je vous la fais courte, mais la vidéo présentait le métier de Carré d'Artiste, mais de toute façon, on a la chance d'avoir Stéphanie aujourd'hui, qui est la créatrice de Carré d'Artiste, et sa présidente, qui de toute façon le relatera tellement mieux que moi, et que la vidéo. On avait aussi quelques KPIs concernant ton activité, mais encore une fois, voilà, je pense qu'on va pouvoir se dire tout ça en live. Tout d'abord, merci encore une fois d'être ici. Donc je vous présente Stéphanie Tosi, donc fondatrice de Carré d'Artiste, accompagnée de Christelle, qui est également chez Carré d'Artiste sur le volet marketing, et Jerry Lervoyer, donc, que je ne vous présente plus, de chez Solusquare, qui a été au début jusqu'à la fin du projet et qui vous accompagne encore aujourd'hui sur le quotidien de Carré d'Artiste. Déjà, si je peux me permettre, tu me corriges si mes données sont erronées. Carré d'Artiste, c'est une histoire impressionnante, mais surtout inspirante. Pour de nombreuses raisons qu'on va découvrir cet après-midi. 2001, tu m'as dit Benoît ce matin, tout début de l'aventure. Plus de 30 galeries à travers le monde. C'est Donna, au début 30. Une, oui, bien sûr. C'est Donna, Pékin, Amsterdam, Paris, Aix-en-Provence parce que j'ai envie de le dire, Nice, incroyable. 600 artistes exposés. Mais tout ça, ce qui est magnifique, c'est qu'on a des œuvres qui commencent à partir de 109 €. Je pense qu'ici, on est tous un peu d'accord pour se dire que dans notre imaginaire, c'est des choses qui sont inaccessibles, c'est un peu nos trésors. Des œuvres d'art, et on se dit, mais c'est pas pour nous, quoi. Et aujourd'hui, Stéphanie et ses équipes, Carré d'Artistes, ont réussi à démocratiser ce concept. Je vais m'arrêter là, personnellement, et je vais te laisser, si tu veux bien, Stéphanie, nous présenter justement ton parcours, et aussi ce que vous faites en fait au quotidien, et quelles sont finalement vos missions, et surtout, comment est-ce que vous avez réussi à concrétiser ça. Alors, que dire par rapport à Carré d'Artiste? En fait, moi j'ai fait une école de commerce, mais j'ai toujours été passionnée par l'art. Je travaillais dans une société agroalimentaire américaine, Mars, Twix, M&M's, Bounty, Canigou, Ronron, c'est la même société. J'y ai appris plein de choses. Puis j'ai fêté mes 30 ans. J'étais en voilier, on était en Méditerranée, puis on est allé aux Baléares et on s'est abrité pour une tempête à Minorque. Là, on visite Ciutadella, et puis tout en haut de Ciutadella, il y avait une église. Et en fait, cette église, elle était réhabilitée en lieu d'exposition. Et il y avait des artistes qui présentaient des œuvres dans des cajots, des œuvres papier, et de manière très très abordable. Et j'ai trouvé le concept absolument génial. C'est un concept espagnol à la base, sauf que je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire en France. Et donc, l'idée est venue de dire, tiens, je vais vendre des œuvres d'art à des prix accessibles et de manière très très simple, des œuvres en papier au départ, à des tout petits prix, dans des présentoirs, et un format sera un prix. Voilà. Et donc, que des œuvres carrées, 4 formats, 4 prix, et ça s'est appelé Carré d'Artiste. Puis au fur et à mesure, donc on a ouvert Carré d'Artiste le 11 septembre 2001. La crise qu'il y a eu derrière, je ne vous explique pas, j'avais démissionné de la société américaine, tout était assez compliqué, on s'est bougé les fesses comme à chaque crise, on s'en est sorti, et puis petit à petit le concept a évolué, on a ouvert une deuxième galerie à Lyon, puis en fait Paris 2005, ça nous a ouvert de vraies portes, parce que Paris, ça reste Paris pour l'art. Et puis petit à petit, on s'est développé, on a ouvert des galeries en propre, puis petit à petit en franchise, puisque la demande est venue et que le concept était au final très très novateur. Voilà. Donc, que dire de plus? Aujourd'hui, c'est un réseau de 40 galeries d'art.
Le site internet a vu le jour en 2007, mais on s'en occupait coup-ci, coup-ça. Et puis en fait, on lui a donné un vrai élan en 2018. Et puis c'est vrai qu'après, avec la bascule Solusquare, il y a encore eu une autre étape. Voilà, donc le concept de carré d'artiste, ça reste toujours de démocratiser l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on vend des œuvres d'art de manière très abordable, très accessible, sans chichi, et on vend du beau, puisqu'il y a 600 artistes qui exposent chez nous, et je peux vous dire que les œuvres d'art sont magnifiques. Christelle, tu veux peut-être ajouter des choses ? Je pense que tu as dit effectivement le principal. Sur le parcours, je ne peux pas forcément revenir dessus, mais en fait, voilà, sur la mission, en fait, ça reste la même. Et en fait, le constat, il est toujours vrai. Je pense que le constat que tu as fait à l'époque, c'est de se dire que l'art, ça reste quand même dans l'imaginaire de beaucoup de personnes quelque chose d'inaccessible, quelque chose qu'on ne peut pas se permettre, notamment dans l'idée, non seulement du prix, mais aussi dans l'idée de se dire je ne suis pas légitime, je ne connais pas. Et en fait, c'est vrai que le travail qui est réalisé, il est autant sur effectivement l'accessibilité prix, avec une transparence, ce côté un format, un prix qui est très novateur et qui en fait permet justement voilà, de casser, de faire changer les choses. Et en fait, du coup, ça permet complètement d'être décomplexé quand on rentre dans une galerie, on se dit bon, mon budget ou mon envie, c'est à peu près ça, et derrière, je sais le prix, je peux découvrir de manière assez simple en fait les artistes et je me concentre plus que sur ce que j'aime et ce qui me touche et les émotions que je ressens, et plus du tout sur le côté prix qui en fait reste assez frustrant et assez présent dans l'expérience qu'on peut avoir dans d'autres galeries. Et donc effectivement, il y a ce prix, il y a aussi le discours et l'accueil qu'on réserve. En fait, effectivement, le constat, il est aussi de se dire quand on rentre dans une galerie classique, on ne se sent pas à sa place, on se fait un peu tout petit, on n'ose pas trop demander les informations, on a souvent à peine un bonjour. Là, l'expérience n'est pas du tout la même. Au contraire, c'est d'échanger et d'échanger simplement, comme tu le disais, sans chichi. Voilà, l'idée, c'est pas d'avoir un cours d'histoire de l'art, pas du tout. C'est de se dire, oui, ça j'aime, il se passe quelque chose, je sais peut-être pas dire pourquoi, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important, c'est de se dire, j'ai envie d'avoir cette œuvre chez moi. Et donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi on travaille, autant que ce soit sur l'expérience en galerie ou sur l'expérience en digital qu'on essaye de retranscrire sur tous les supports et notamment sur le site. Merci beaucoup, c'est super clair. Alors de votre témoignage, je retiens une information qui est importante et qui est capitale pour grand nombre de retailers, qu'on a tendance à dire, répéter, mais qu'on n'intègre pas forcément, et surtout qu'on n'applique pas. C'est qu'en 2023, vendre, ça ne suffit plus. Il faut conseiller, il faut accompagner. Vous, votre secteur vous pousse à le faire, hein. Tu viens de le dire très clairement, c'est indissociable. La vente sans conseil, sans compréhension, sans écoute n'est pas possible. N'est pas du tout envisageable. Le ROI va être de zéro, c'est pas un pot de yaourt que vous commercialisez. Au-delà d'œuvres, c'est en plus tout d'un concept que tu es en train de porter, je vais me permettre juste de te poser une question. Quel conseil en termes d'application, parce que souvent, en fait, on se dit, mais oui d'accord, le conseil, mais je l'apporte comment? On n'a pas le budget, on n'a pas le temps, parce qu'on associe ça très vite à des solutions digitales type live shopping, des choses qui sont parfois, pour certains retailers classiques et surtout brick and mortar avec des habitudes plus traditionnelles, qui effraient, qui disent j'ai pas encore en fait atteint le step 1 sur ma transfo digitale, alors qu'est-ce que j'aurais bien dans des révolutions pareilles en ligne? Est-ce que vous pouvez leur donner 1, 2, 3 tips simples qui pourraient les pousser à franchir ce pas-là? Des conseils pour les retailers ou pour les retailers hein. Nous déjà, on avait un business qui était essentiellement galerie. Au départ, on sort quand même d'une logique assez distribution retail. Ce qui est sûr, c'est que la vente, elle est impérative. Nous, on n'a pas des conseillers de vente, on a des commerciaux en galerie. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître son produit, il faut bien connaître l'artiste, la démarche artistique, pourquoi cette œuvre a été créée, et derrière, il faut susciter l'envie et donner l'émotion au client. Parce que vous pouvez voir des œuvres
Mais si vous n'allez pas expliquer l'œuvre, moi j'ai connu des gens qui n'aimaient pas une œuvre et quand on l'explique, ils se disent « Ah ouais, mais c'est super beau, c'est génial !» Alors qu'en fait, au départ, ils ne l'aimaient pas. Donc ça, c'est l'impact du vendeur. Derrière, sur un business digital, il faut savoir le retranscrire. Alors c'est compliqué dans notre métier. Les taux de transformation ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on a, par exemple, dans la mode, parce qu'on ne peut pas expliquer l'œuvre, c'est plus compliqué de donner tous les ressentis et l'émotion. Néanmoins, ça c'est le travail de Christelle, donc je vais te laisser l'expliquer. Oui, alors du coup sur la partie digitale et notamment de ce que tu dis sans faire des énormes investissements, déjà il y a une base, mais ça je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut en tout cas, c'est donner toutes les informations sur le produit, voilà, sur la fiche produit. Effectivement, c'est difficile toujours de retranscrire le côté vente, accompagnement qu'on peut avoir parce que c'est sûr qu'il ne se passe pas la même chose quand on est sur une fiche produit, mais déjà donner un maximum d'informations. Après, il y a des choses qui peuvent être parfois automatisées. Nous, c'est ce qu'on a fait sur le site. Ne serait-ce que pour aider à la projection chez soi, on a un montage automatique qui se fait sur des intérieurs. Et ça, il y a l'investissement de le faire une fois, mais derrière, ça permet quand même de se projeter et en tout cas de donner cet accompagnement-là. Et après, effectivement, on sait aujourd'hui, faut se lancer, mais tout n'a pas forcément un gros coût. Effectivement, tout l'impact des réseaux sociaux, et je pense que ça dépend aussi des secteurs, mais aujourd'hui il est énorme, et permet de faire des choses à moindre coût. En fait, aujourd'hui, quand même, les envies, pour moi, se développent beaucoup plus sur quelque chose de, encore une fois, et ça nous arrange bien, mais vu que c'est notre discours, mais de plus simple, de plus organique. Et en fait, on le voit très bien aujourd'hui, ce que les gens regardent, consomment et qui suscitent de l'intérêt, c'est quand même aussi beaucoup des petites vidéos organiques qu'on peut tous faire. Il suffit d'un bon téléphone portable qu'on a tous aujourd'hui. Donc en fait, après, il faut, je pense que c'est plus se lancer et ne pas forcément avoir peur. Et en fait, je pense qu'il y a quand même un niveau d'exigence si on n'est plus sur une marque de luxe, où en fait, l'émotion qu'on peut retranscrire sur quelque chose, au contraire d'une vidéo naturelle, ou prend le dessus sur un niveau d'exécution de 100% parfait. Et du coup, ça, je pense que c'est intéressant et accessible. C'est très très clair, merci beaucoup. Du coup, si on résume un petit peu, c'est surtout passer ce cap qui est important en désacralisant finalement l'approche client et le service client. Surtout que finalement, vous le faites parfaitement en magasin. Les commerçants, avant d'être commerçants, le font parfaitement en magasin, pour ceux qui ne sont pas forcément sur player. Après, ce qui est novateur au niveau de la galerie d'art, et c'est toute la dualité de la galerie d'art ou de la boutique, c'est que les galeries d'art, elles se veulent galeries d'art, commerçantes, mais au final, il ne faut pas afficher qu'elles sont commerçantes et qu'elles veulent vendre. Alors que nous, on l'affiche, c'est-à-dire qu'on est une galerie d'art, différente des autres, mais on va travailler sur un modèle retail. C'est-à-dire que les KPI retail, le taux d'attractivité, le taux de conversion, le panier moyen, tout ça, on les retrouve et c'est redescendu dans Solusquare en tableau de bord suivi de manière journalière. Voilà, donc ça c'est assez novateur parce qu'il n'y a pas une galerie qui travaille comme ça. Une galerie qui a un système web, retail, KPI, j'en connais pas une dans le monde entier. Ce serait presque un gros mot pour une galerie. C'est très très clair sur votre marché, c'est clair que c'est totalement innovant et comme je le disais encore une fois, c'est inspirant parce que c'est quelque chose que, même lorsqu'on va vendre des produits de fitness ou des accessoires pour les caravanes, finalement, écouter ça, se dire, le galeriste d'art qui, comme tu disais, avait peur de choquer en intégrant une démarche capitalistique finalement dans sa démarche, en mesurant, en profitant de la data pour vendre mieux. Et en monitorant aussi les ventes, on se dit, alors si eux, ça choque leur secteur, vous, il faut choquer aussi de l'autre côté en vous disant que, en fait, le conseil qu'apporterait un curateur ou un galériste à son consommateur, ou plutôt à son acheteur, pour respecter le bon wording, eh bien, il faut l'apporter peut-être aussi de l'autre côté quand on va commercialiser des produits de consommation, ou des produits qui ne sont pas forcément dans ce secteur-là ou dans le luxe.
Et ça passe à travers effectivement de l'enrichissement de fiches produits, comme tu disais, de la bonne utilisation des réseaux sociaux, parce que ça parfois on l'oublie, on le traite comme un touchpoint, un point de contact classique, comme on afficherait une affiche sur une autoroute, alors qu'un réseau social, c'est plutôt sensus, c'est un réseau qui permet de sociabiliser avec sa cible. Et c'est vrai que quand on travaille dans un secteur tel que l'art, le luxe, ça, on ne perd pas conscience parce que l'enjeu est tellement grand, mais on l'oublie quand on n'est pas forcément dans ce secteur-là et on a tendance à juste être push. Voilà, on vous apporte l'information, mais vous imaginez, surtout avec les nouvelles générations, donc consommateurs de demain, c'est plus toléré. C'est même plus accepté, c'est plus toléré, en fait, il y a une vraie révolution. Et en ça, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de learning à prendre de chez vous. Du coup, quelles sont les informations que vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple, chez Galeries d'Artistes, auprès de vos cibles? Eh ben, c'est assez divers pour justement répondre un petit peu à tous les intérêts. Mais en fait, ce qui aujourd'hui marche énormément, c'est les coulisses. En fait, les gens ont envie de savoir ce qui se passe derrière. En fait, c'est vrai que même nous, au début, il y a eu tout un temps où chacun de nos posts, c'était juste une œuvre avec le nom de l'artiste et le titre. En fait, c'est pas du tout suffisant. En fait, les gens ont envie de voir. Donc, il y a notamment tout un point qu'on a développé aujourd'hui sur les visites d'ateliers. Parce qu'en fait, finalement, il faut se mettre à la place des clients. Nous, finalement, et on le vit encore aujourd'hui, même la directrice artistique qui va du coup pratiquement à toutes les visites d'ateliers, en fait, elle est toujours émerveillée. Elle y va, elle est émerveillée parce que c'est très différent d'échanger avec l'artiste, même au téléphone, ou de lire une information, une biographie, en fait, d'entrer chez lui, de voir son atelier, de voir là où il travaille, son inspiration, de l'entendre en parler. En fait, ça change complètement la donne, et c'est ce que tu disais, Stéphanie, ça change la donne sur le regard qu'on peut poser sur une œuvre. En fait, ça change si on transpose pour d'autres secteurs, ça change le produit. En fait, et c'est très vrai de se dire, potentiellement, on n'a pas eu l'émotion esthétique en premier lieu, et en fait, on entend l'histoire, la démarche, et en fait, tout de suite, on trouve ça incroyable. Et donc, du coup, effectivement, on montre beaucoup ces visites d'ateliers, mais on va aussi, de plus en plus, on montre aussi ce qui se passe en galerie, ou même au siège. En fait, là, dernièrement, on a la chance d'avoir de nouveaux bureaux qui sont très très beaux, et en fait, tout bêtement, on va les filmer, on va montrer comment est-ce que ça se passe, la plateforme, le conditionnement, en galerie, pareil, les coulisses du montage des œuvres. En fait, c'est ça qui intéresse les gens. Aujourd'hui, on a envie de voir toutes les étapes de ce qui se passe un petit peu partout. Et après, on montre aussi, par contre, de l'autre côté, toute la mise en avant et la projection des œuvres. Donc, on montre beaucoup d'intérieur pour justement que les gens puissent se projeter avec différents styles. Et pour ça, on sert de shooting qu'on fait effectivement, évidemment, et on essaye de récupérer, comme beaucoup de marques, un certain nombre de photos directement de nos clients. Là, on est vraiment dans le très très authentique, et c'est ça qui intéresse et qui permet de se projeter aussi. Voilà un petit peu sur le gros panel de ce qu'on montre notamment. D'accord. Et pour compléter néanmoins, parce que nous on a des clients B2C, mais on a aussi des clients B2B qui sont les franchisés. Aujourd'hui, on est dans une logique de développement où on recherche des franchisés. En France et à l'étranger, on essaye d'attaquer petit à petit même les États-Unis. Donc ça veut dire que là, on va utiliser plutôt des réseaux comme LinkedIn, mais de la même façon, il y a une page qui est retranscrite sur notre site web et qui est de plus en plus visitée. Et ça aussi, cette partie-là est importante. C'est un super point, le B2B et l'inspiration aussi qui peuvent être faites en termes d'advocacy, employé advocacy, donner envie de la génération qui ne savent pas forcément comment se projeter dans l'art, parce que ça donne tous envie. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais pourquoi pas, mais souvent on dirait tu vas faire les beaux-arts, tu vas venir faire quoi? Donc on ne sait pas. Ce qui est magnifique avec votre mission, c'est que vous faites savoir votre savoir-faire. Et c'est vrai que ça peut également se dupliquer pour tout. Quand on boit une bouteille de coca, parfois on a envie de savoir en fait avec quoi c'est fabriqué. Ça fait rêver le musée World of Coke à Quentin. Ça n'existe pas pour rien, il y a énormément de visites, etc. Je suis désolée, je ne compare pas du tout votre... votre métier. Voilà. En fait, même une association, elle a toujours une démarche de séduction, d'accord? Et c'est vrai que tout ça, il faut qu'on le retienne, et c'est magnifique. Donc, un réseau social qui vous permet d'amener de la proximité pour
montrer votre métier. Et c'est vrai que ce qui est excellent, c'est qu'on ne montre pas le métier de vos artistes, on montre votre métier. Voilà, il y a aussi ce bon curseur, de ne pas se tromper de message quand on est distributeur, quand on est fabricant, etc. Et aussi d'inspirer les générations futures pour prendre votre relais. Parce que comme on disait, il faut toujours réfléchir finalement à ce qui va se passer à moyen et long terme. On ne doit jamais vivre dans le présent, qui plus est en 2023, mais toujours dans le futur. Et c'est vrai que ça passe aussi par cet aspect très corporatiste, que ce soit à travers les professionnels ou les futurs, ceux qui ont ta relève. Voilà. Non, mais on parle beaucoup de RSE, mais néanmoins, c'est un projet qui, je pense, est important, c'est de dire que dans la RSE, je le dis quelquefois, on devrait mettre la RSCE, c'est-à-dire rajouter le mot culturel. Il y a la responsabilité sociétale, culturelle et environnementale. Parce que la culture, et je dis pas ça parce que je suis dirigeante de Carré d'artistes, non, mais la culture, elle développe énormément de choses, elle développe l'empathie, elle développe de la bienveillance, elle développe de l'écoute, elle développe de la compréhension du monde entier, pas simplement la culture française, mais moi je reviens du Maroc, j'ai découvert des ateliers d'artistes qui racontent encore plein d'histoires, et quelque part la culture, ça fait du bien. Donc prenez le temps de découvrir, parce que c'est canon. Amen. C'est totalement vrai, et j'en profite du coup de ce message pour te demander ce qui t'a donné envie de faire ça, parce que voilà, on a écouté, tu nous as présenté très rapidement ton parcours, mais le switch, il s'est passé comment? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait tu t'es dit c'est bon, j'arrête la grande distrib, je passe à ça, c'est incroyable. C'est tout le mal que je souhaite à tout le monde d'avoir ce switch-là un jour, mais vraiment on est curieux de savoir ce qui t'a amené à cette décision, s'il te plaît. Alors moi j'ai toujours fait les beaux-arts en cours du soir, je peignais jusqu'à créer Carré d'artistes, et le déclic qui s'est fait d'une manière toute simple, c'est que donc, je travaillais chez Mars, on avait vu Coca qui avait fait le petit Coca, le moyen Coca et le grand Coca, et on s'est rendu compte que en faisant ça, le petit Coca était passé au moyen Coca, donc les gens consommaient presque 2 fois plus de Coca. Et on s'est dit, on va faire pareil sur le M&M's. On va faire le petit M&M's, le moyen M&M's et le grand M&M's. Comme ça, on va switcher du petit au moyen M&M's. Banco, on va vendre et ils vont se gaver de M&M's. Et là, je me suis dit, il faut que t'arrêtes. Voilà, donc j'avais une petite fille qui avait 6 mois. J'ai repris mon boulot. Je me suis retrouvée face à cette dualité, alors qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas autant de la malbouffe. Mais je me retrouvais plus du tout là-dedans. Et je me suis dit, allez, je pars et je monte une galerie d'art. C'est quand même bon, les M&M's, non? Bon, pourquoi? Waouh. Tu as raison. En tout cas, c'est inspirant encore une fois. Et comment est-ce que tu fais pour nourrir cette envie au quotidien? Parce que souvent, spontanément, on se dit, c'est bon, je plaque tout, je change mon modèle professionnel, etc. Mais souvent, ça marche pas longtemps. On se dit, oula, il faut manger. J'y arrive pas, on ne garde pas finalement ces buzz learning, comme tu as dit tout à l'heure, attention. Oui, on a une mission, mais on a des KPIs, tu disais tout à l'heure, on doit mesurer, on doit tenir des objectifs, etc. Comment est-ce que tu as réussi à faire tenir ça au quotidien? Il y a plein de choses. La première, c'est que j'ai fait ça par passion pour l'art, et puis petit à petit, j'ai découvert l'entreprise et l'entrepreneuriat. Et moi, j'avais un papa qui était entrepreneur, mais qui a déposé le bilan avec 3 redressements judiciaires précédents. C'était une histoire très douloureuse. On était 7 enfants, on a eu 3 huissiers de justice, etc. Et donc, quand j'ai dit que je quittais Mars pour créer Carré d'artistes, il m'a dit « le fais surtout pas ». Je l'ai fait. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des moments difficiles, mais à chaque fois, je me disais « ça va aller, ça va aller ». Et puis, je me suis passionnée pour l'entreprise. Petit à petit, les artistes, ce sont les artistes qui m'ont donné au départ, quand on était en équipe assez réduite, les artistes ont été un vrai moteur, parce qu'en fait, les artistes, ils ont besoin de Carré d'artistes pour vivre. On a dû leur payer, depuis l'existence de Carré d'artistes, on a dû injecter 30 millions à les payer, donc c'est 30 millions pour la création, et ça c'est vraiment important, c'est un vrai moteur, parce qu'on sait qu'on les fait vivre.
J'ai même reçu un texto d'un artiste qui s'appelle Daniel Castan, pour ne pas le citer, et un beau jour, c'était le texto tout simple: si Dieu n'existait pas, il y a carré d'artistes. Bon, ben ça vous porte. Et aujourd'hui, ce qui me porte encore plus, parce que je suis un peu moins proche de la création, ce sont les équipes en interne, carré d'artistes. On a une équipe extraordinaire, et Christelle peut témoigner. Des gens qui sont passionnés par le projet, des gens qui ont plein d'idées, qui ont envie de faire plein de choses. Il faut presque les retenir pour pas qu'ils se fatiguent de trop, mais c'est ça qui me porte au quotidien. Très très clair. Je vais revenir aussi sur quelque chose d'essentiel, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ta vision, de votre mode de fonctionnement auprès de vos cibles, etc. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on remonte un peu plus haut et que tu nous expliques votre métier. Qu'est-ce que vous faites depuis l'identification des artistes jusqu'à la vente en galerie et sur votre site, parce que c'est vrai qu'on en parle comme ça, mais encore une fois, on n'arrive pas à désacraliser votre métier. Tu vois. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est important de le rendre accessible même sur cet aspect-là, vraiment sur tous les plans, que ce soit, comme je disais, niveau team qui va identifier, jusqu'au service que vous apportez, jusqu'à la delivery. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ça? Alors en fait, c'est vrai que c'est un métier particulier parce qu'en fait, on vend des œuvres uniques qui dépendent de la création artistique. Donc on a une super équipe artistique qui prospecte des artistes. On doit recevoir 300 candidatures spontanées chaque mois. Et en parallèle, on en cherche en permanence, sur des foires, sur le web, par relation, par visite d'atelier, etc. Une semaine dernière, j'étais au Maroc en vacances, je suis allée visiter des ateliers d'artistes. Donc ça, c'est le sourcing. On va retenir 10-15 artistes par mois sur toutes les candidatures. Et sur ces 10-15 artistes qu'on va retenir, ils vont rentrer dans un process carré d'artistes où nous, on va dire, voilà, tu es sélectionné, tu vas exposer dans le réseau carré d'artistes et nous, on va devenir ton agent. Parce que le plus compliqué, c'est pas de sourcer des artistes. Sourcer des artistes, vous en trouverez plein. Par contre, c'est de les structurer pour qu'ils soient capables de créer, pour qu'ils soient capables d'apporter sans arrêt de la création, de la créativité, parce que ça va devenir leur business à temps plein, parce qu'on les fait travailler. D'accord ? Et donc, ils ont besoin de s'investir. Et derrière, qu'ils écoutent aussi tout ce que les galeries vont raconter, puisque les galéristes sont aussi des curateurs d'art. Donc, en fait, le service artistique prospecte l'artiste, il est recruté entre guillemets, il va exposer dans une galerie, par exemple la galerie de Lyon, et on passe la main au manager de galerie. Donc le manager de galerie n'est pas simplement un vendeur, il est aussi agent des 15 artistes qu'il expose en galerie. Et là, il va accompagner l'artiste en disant « c'est génial ce que tu as fait, j'adore cette partie-là peut-être qu'il faudrait revoir parce que j'ai des clients qui aiment ci, qui aiment ça ». Et en fait, il va y avoir du répondant des deux côtés qui va enrichir l'artiste. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'artiste, il est seul dans son atelier. L'artiste, il se pose la question en permanence de savoir si ses créations, demain, ça va continuer à se vendre. Si ça se vend beaucoup, il ne va plus oser apporter de la créativité, de la création, parce qu'il aura peur d'évoluer. Donc il faut sans arrêt le rassurer, et en fait, on devient des vrais coachs. C'est une énergie colossale, mais qu'il faut absolument donner pour le porter l'artiste et pour le motiver et pour l'engager. Voilà, donc le manager de galerie, c'est ce qu'on explique toujours, c'est que le rôle, il est double. Il est de bien connaître l'artiste, de bien le coacher, de comprendre exactement toute sa démarche artistique, de s'imprégner de tout ça et de le retranscrire au client. C'est un métier qui est passionnant, qui est très riche. Ça, j'en doute pas. Et d'accord, on a bien compris surtout de ce qui se passait au côté galerie, enfin, comme on l'a dit, depuis l'approche jusqu'à l'accompagnement de tes artistes. On sent que tu es très proche de tes artistes d'ailleurs dans ton discours. Du coup, sur le e-commerce, je pense que c'est ce qui va peut-être arriver comme question auprès de notre partenaire aujourd'hui. Comment ça se passe ? Ok, vous avez accompagné vos artistes, vous les coachez, ils ont des référents en galerie, etc. Mais pour nous, par exemple pour moi, qui souhaite acheter une œuvre d'art,
comment ça se passe et qui ne veulent pas me rendre en galerie par timidité, par manque de temps, Comment est-ce qu'aujourd'hui Carré d'Artiste en fait m'accompagne à moi, mais me propose des offres qui sont pertinentes en fonction de ma poche, de mon budget, de mes appétences, de ma disponibilité, peut-être parfois aussi de mon mindset, comme on disait tout à l'heure. Je suis peut-être pas prête. C'est vrai, il y a une œuvre à 200 €, j'ai les moyens, mais est-ce que je suis légitime, moi, Rachel, avec zéro peut-être connaissance artistique, ceci est faux, d'acheter cette œuvre d'art, parce qu'il y a ça, c'est votre mission, je pense qu'on ne parle peut-être pas assez, mais c'est le rôle que vous avez sur Internet. Du coup, ça se passe comment? Toute cette orchestration dans l'ombre pour y répondre et pour réussir à nous séduire à nous face. Alors il y a beaucoup de choses. Donc, alors déjà, on a un petit peu abordé sur le côté un petit peu accompagnement, désacralisé. En fait, ça peut se passer sur site, mais ça peut aussi se passer en amont. En fait, effectivement, suivant si les gens sont plus ou moins prêts, en fait, ils ont un parcours aussi plus ou moins long avec la marque. En fait, on sait que voilà, un client, il peut avoir jusqu'à 30 points de contact avec nous avant d'acheter. Et du coup, ça peut être une fois en galerie, ça peut être une fois sur les réseaux, ça peut être une fois sur notre newsletter, ça peut être plein de choses. Donc, il y a ceux qui sont prêts assez rapidement, entre guillemets, et il y a ceux aussi qui ont besoin de beaucoup d'échanges, et notamment ce qu'on fait sur les réseaux ou ce qu'on peut faire sur notre newsletter, déjà fait une partie de ce travail-là. Et effectivement, voilà, sur le côté, c'est ce qu'on disait, montrer les ateliers, ou en fait le ton qu'on adopte, qui est vraiment pas facile à avoir. D'ailleurs, il y a une personne de mon équipe qui fait ça très très bien, mais qui est un peu le ton qui n'est pas familier, mais qui est dans la proximité et qui justement réplique le ton qu'on peut avoir en galerie et qui permet cette proximité. Est très important, et ça c'est quelque chose qu'on a essayé d'avoir, surtout nos touchpoints et notamment sur le site aussi. Donc ça c'est une partie, et après sur le site en soi, je pense que c'est aussi comme sur d'autres sites e-commerce, même si effectivement il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de barrières en amont, mais le but c'est d'essayer d'avoir des parcours qui soient le plus fluides possible. Donc en fait on a plein d'entrées différentes suivant les gens, suivant l'entrée sur laquelle ils sont prêts. On a effectivement une entrée par style, est-ce qu'on veut de l'abstrait, du figuratif, on a une entrée par artiste, il y a des gens qui connaissent, on a une entrée par format, et de plus en plus on développe d'autres entrées, on a une entrée par couleur, parce qu'en fait finalement comme on est très sur la décoration, potentiellement je veux une décoration verte. Tout de suite on fait cette entrée-là. De la même manière on commence à avoir des entrées par pièce, est-ce que je veux une œuvre pour mon salon, est-ce que je veux une œuvre pour ma chambre, et en fait on ne va pas forcément proposer les mêmes œuvres. Donc en fait le but principal c'est d'avoir ce parcours très très fluide, d'essayer de donner un maximum d'informations, comme on le disait tout à l'heure, sur la fiche produit, sur comment se projeter. Et ça, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, on a déjà des projections dans des pièces pour que les gens puissent voir. Et après, effectivement, à pas mal d'endroits comme d'autres, pour vraiment les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ces échanges, on a un service client qui est aussi très présent et qui, qui a une vraie importance sur notre secteur. Voilà. C'est très très clair, de la projection et de la proximité. Et on n'a pas forcément besoin de faire de la réalité augmentée pour se l'amener. Une bonne gestion de votre contenu, des filtres pertinents, des campagnes digitales personnalisées, je ne me trompe pas, de l'authenticité, de la transparence. Je pense que vous pouvez compléter si je oublie un fois. Non, et globalement, c'est ça, c'est ce qu'on se disait sur... Même si tu parles de réalité augmentée, c'est quand même quelque chose auquel on pense pour aller encore un cran plus loin. Mais effectivement, là, comme on se disait tout à l'heure, où est-ce que, suivant l'investissement et où est-ce qu'on place le curseur, oui, la réalité augmentée, c'est encore le plus parce que ça permet vraiment d'être dans la projection de chez soi, mais il y a des étapes intermédiaires qui permettent déjà une forme de projection et qui permettent déjà d'avancer très bien. C'est ça. On peut commencer déjà, c'est pas impossible. Exactement, c'est ça, voilà. Parfait. Je vous propose une toute dernière question avant de faire la petite pause. Aujourd'hui, depuis 2001, quelle est ta plus grande fierté chez Carré d'Artiste? Et aussi, quels sont tes projets? C'est deux questions en une. Donc, ta fierté qui a peut-être motivé tes projets ou pas, ça peut être dissocié.
Ma plus grande fierté, c'est tout simplement les équipes. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a une entreprise qui est structurée, avec des équipes qui s'entendent bien, qui travaillent bien de manière collective et qui sont très engagées sur le projet. Et donc moi, à chaque fois que j'arrive au bureau, je suis toujours avec le grand sourire et j'adore ça. Et donc je pense que ma plus grande fierté, elle est là. Et puis la deuxième, c'est que vendredi, j'ai encore une commande d'œuvre, je vais la découvrir et je suis trop contente. Super, merci beaucoup pour cette première session. Je pense que ça a été très riche pour tout le monde. Après la pause, on va parler davantage de ton équipement informatique. Enfin, l'équipement informatique de Carré d'Artiste. Comment est-ce que vous avez démarré, avec quels outils, et où est-ce que vous avez atterri aujourd'hui, et quelles sont aussi pareil vos perspectives pour l'avenir. On fera un petit zoom sur le projet qui vous concerne, le projet de transformation de votre équipement, au passage Sobi Square. Je propose peut-être rapidement 5 petites minutes pour vous poser des questions à Stéphanie et Christelle éventuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions pour Carré d'Artiste? Stéphanie, bonjour. Est-ce que vous vous rappelez le nom du premier artiste que vous avez démarché et si oui, pouvez-vous nous raconter cette histoire? Oui, parce qu'il faut savoir que quand j'ai créé Carré d'Artiste, je n'avais pas encore de lieu où les exposer, puisqu'il faut commander les œuvres bien en amont. Donc j'avais commandé les œuvres, ils les avaient tous déposées chez moi. Je leur avais dit, vous inquiétez pas, je vais trouver un local à un moment donné. Et donc me voilà le 11 septembre 2001 à vendre à des Canadiens une petite œuvre. J'en tremblais parce que je me suis dit, je l'ai collée sur un support, j'espère qu'elle tient. Et en fait, l'artiste, c'est Gérard Clisson. Il doit avoir plus de 80 ans aujourd'hui. Il est malade et il nous dit toujours qu'il va arrêter. Et je lui dis non, tu ne peux pas arrêter. Donc il se plaint toujours parce qu'il est malade, mais en fait, il est super content qu'on l'expose. Il a un travail très très contemporain pour son âge. C'est magnifique, c'est de l'abstrait. Et il est toujours chez nous, donc c'est incroyable. Moi j'avais une question, si en magasin, vous ne travaillez que sur des œuvres uniques, du coup sur le site, il y a les œuvres qui sont réparties dans tous les magasins, ou alors c'est des œuvres qui sont dédiées au web, et si ce sont des œuvres qui sont au magasin que vous dupliquez donc, sur le web, ça crée finalement un côté d'urgence, de dire il peut être vendu sur le web et du coup il n'est plus au magasin, est-ce que c'est... Voilà. C'est exactement le cas. Ok. Ouais. C'est juste savoir comment ça fonctionnait. Non, et je pense qu'on en parlera justement dans la deuxième partie, parce que c'est ce qui a complètement changé le business Carré d'Artiste. C'est qu'avant, on avait un dépôt propre au web, mais il faut savoir qu'un dépôt propre au web, on n'a pas la même proposition. Les œuvres, elles étaient de moins bonne qualité, et c'est difficile de dire ça, mais néanmoins c'était une réalité, de moins bonne qualité sur le dépôt web, parce qu'elles dormaient, parce qu'elles vieillissaient, parce que l'artiste il continue d'évoluer et de travailler. Et donc les gens des galeries disaient, mais vous avez ça, mais nous on a des œuvres beaucoup plus belles. Et on allait voir, on se dit, mais c'est vrai, les œuvres sont beaucoup plus abouties, beaucoup mieux travaillées, parce qu'en fait on s'est rendu compte que quand il y avait un coach derrière, en permanence, qui est le manager de la galerie, on avait un rendu qui était de meilleure qualité. Et donc, ça a été aussi une des raisons pour lesquelles on est passé en omnicanalité. Okay. Et du coup, est-ce que ça crée aussi un sentiment d'urgence chez le client, en disant, là, tu es en train de voir une œuvre, peut-être qu'elle est en train de se vendre sur Internet. Et nous, on a déjà eu des gens qui se sont battus en galerie pour des œuvres, et on a des fois des doublons de vente parce qu'on n'a pas l'info suffisamment rapide. Donc oui, c'est un argument de vente qui n'est pas toujours systématique, mais ça arrive. Oui. Alors, maintenant, avec le réseau que vous avez, j'imagine que vous n'avez pas de mal à convaincre les artistes de les représenter, parce que
etc. Mais comment est-ce que vous avez fait au début pour convaincre vos premiers artistes avec une galerie de les représenter? En fait, c'est ça. Moi, j'ai appris les techniques de vente chez Mars. Donc, il faut leur raconter ce qu'on va faire, que c'est un beau projet, et il faut convaincre. Donc, je les ai convaincus venir chez moi pour montrer que j'existais vraiment, qu'ils rentraient aussi chez moi dans mon intimité, à boire un café. Et j'y ai passé une énergie phénoménale, mais ça a fonctionné. Après, je ne vous dis pas que j'avais la qualité artistique au tout début, versus aujourd'hui. Je pense que ça n'a rien à voir, parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des artistes incroyables. Et d'ailleurs, on a des collectionneurs d'art qui viennent chez nous. Laurent Dassault, par exemple, était un client Carré d'Artistes et il a même voulu investir chez Carré d'Artistes. Aujourd'hui, il est investisseur. C'est un très, très gros collectionneur d'art. Donc aujourd'hui, on a une qualité artistique qui est absolument incroyable. Au tout début, j'étais peut-être moins difficile. Incroyable, quelqu'un qui devient investisseur. Bravo. Oui, j'avais une question en termes de ce que vous prenez comme commission. Est-ce que c'est pour les artistes, enfin sur les œuvres, c'est équivalent aux agents Oui. On est sur la même typologie que les galeries d'art traditionnelles. Ça dépend des formats, ça dépend. C'est un système de dépôt-vente. Donc les artistes nous confient leurs œuvres et on se doit de les vendre derrière. Donc après, on est exactement sur le même business model qu'une galerie d'art traditionnelle. Aussi les œuvres vendues sur le web et en magasin à domicile des clients et que vous êtes en capacité d'une galerie à une autre à choisir le lieu qui va envoyer la commande au client à son domicile. Comment vous faites concrètement avec les transporteurs quand c'est des grandes œuvres, enfin quand c'est des gros volumes ou des petits? Comment ça se passe entre deux galeries? Enfin, voilà, je suis assez curieuse de ces flux-là qui sont des flux un peu VPC. Alors, effectivement, déjà sur le côté flux, en fait, effectivement, et ça, on sait le faire depuis qu'on a Solus Square, on n'avait pas la même agilité avant, effectivement. Et c'est vrai que voilà, le côté omnicanal. Alors, sur le choix, en fait, encore une fois, de la galerie, en fait, il est simple, c'est là où est l'œuvre. Comme on n'a que des œuvres uniques, et en fait, elles sont toutes effectivement en omnicanal. Et donc, aujourd'hui, les flux existent pour quelqu'un qui achète sur Internet peut faire effectivement une livraison chez soi, du click and collect et donc venir la chercher dans une galerie, où on a les réseaux, effectivement, de relais, je vais dire point de dépôt, mais de relais. En fait, effectivement, on a tout ça. Après, sur les transporteurs, en fait, on utilise quand même des transporteurs qu'on sélectionne et qui sont des transporteurs assez classiques, assez connus. En fait, on a développé des emballages qui sont conçus pour nos œuvres et qui permettent de bien les protéger. Mais après, sinon sur les flux, on a la couche omnicanal technique qu'on utilise grâce à Solus Square et les flux effectivement qui sont plugués avec les transporteurs. Mais après, c'est assez donc, chaque galerie a un stock de colisage pour faire les livraisons à domicile. Oui, par contre, effectivement, ils ont les stocks de colis pour faire des envois e-commerce. Merci. Et après, la spécificité de Carré d'Artistes, c'est qu'au départ, on n'avait donc que des œuvres carrées. On a 8 formats d'œuvres basiques, entre guillemets, et donc 8 tailles de colis. On a standardisé les choses, et c'est ce qui fait que toute cette simplicité fonctionne assez bien. C'est bon pour tout le monde. On fait la petite pause. Merci beaucoup Stéphanie Christiane. À tout à l'heure. Question maintenant avec le deuxième aspect prévu pour notre showcase qui va tourner plutôt autour de votre écosystème IT et digital. Ma question elle va être plus autour de votre historique, la première. Donc on a entendu, tu as commencé à stocker des œuvres d'art chez toi au démarrage, mais du coup comment est-ce qu'au quotidien se passait l'orchestration de tes tâches
avec quel outil est-ce que tu as échangé, comment est-ce que tu as staffé tes équipes, quels moyens est-ce que tu leur as donné. Voilà. Alors, au tout début de Carré d'artiste, j'ai utilisé Excel et j'étais très fière de faire des tableaux croisés dynamiques et de pouvoir sortir la facturation artiste, parce qu'il faut savoir qu'on paye les artistes quand on a vendu les œuvres. Et donc, tous les mois, je faisais le point avec les tableaux croisés dynamiques que j'éditais et j'envoyais l'appel à paiement aux artistes. Et donc, je trouvais ça génial. Bon, ça a duré jusqu'en 2007. 2007, il y avait quand même des limites, il commençait à y avoir 5-6 galeries. Donc, les tableaux croisés dynamiques envoyés par les galeries, c'était plus top. Et donc, on a pris un logiciel de gestion de stock, tout simplement. Alors, c'était pas toujours adapté chez Carré d'artiste, puisqu'on a des œuvres en dépôt-vente, et puis en fait c'était marqué achat, donc on a eu un contrôle fiscal, et au départ, la contrôleuse fiscale, elle disait « ils achètent les œuvres pour tout ce stock-là, et ils font que ça en vente, donc je vais les redresser de X millions d'euros, parce qu'ils ne déclarent pas tout. » Mais non, c'était notre logiciel qui était mal paramétré, mais qui fonctionnait. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote. Mais ce système, il a duré jusqu'en 2018. Puis là, on a signé avec une société qui nous a promis monts et merveilles et qui en fait nous a mis en place un ERP qui n'a jamais fonctionné. Voilà. Donc, on s'arrachait les cheveux, ça a été une tannée et au final, la société a déposé le bilan. Et en parallèle, on avait un site internet qui arrivait au bout du bout, PrestaShop, mais on avait des ventes sur différents pays, les catalogues prix sautaient sans arrêt, c'était une tannée, et l'architecture, il y avait 2-3 choses à revoir. Donc dans tous les cas, on était arrivé au bout de notre ERP et on avait un CMS où on savait qu'on devait changer. Donc on a décidé d'embaucher un chef de projet. Et c'est là où commence l'histoire. On va revenir encore un peu en arrière, on va rester dans le passé pour le moment. Donc là, en fait, si je comprends bien, les barrages, donc le fichier Excel servait à tout le monde, avec des tableaux croisés dynamiques. Puis ensuite, vous avez fait l'acquisition d'un logiciel comptable, d'accord. Et donc, je suppose qu'il y avait l'équipe finance qui monitorait ce logiciel, qui utilisait ce logiciel, c'est ça. Et donc, l'Excel plus le logiciel comptable ont vécu tous les deux ensemble. Oui. L'Excel, qui y avait accès? Quelles étaient les parties prenantes autour de ce magnifique outil? Alors, j'ai plus de grands souvenirs sur ces tableaux croisés dynamiques, mais en tout cas, il y avait une personne qui faisait la comptabilité et qui récupérait ces fichiers Excel. Je sais qu'elle s'arrachait les cheveux, parce que bien sûr, dans les galeries, on n'avait pas des comptables. Et donc, on avait matricé des documents qui existent toujours, puisqu'on a les récaps des encaissements dans SoluSquare. Donc, il y a eu 2-3 matrices qui ont été constituées autant d'Excel, mais c'était avec une vérification humaine derrière. Bon, on vivait avec le fax aussi. Donc téléphone, je suppose, pour les échanges avec les artistes et éventuellement avec les clients. Cet Excel donc, pour tout l'aspect financier et le logiciel toujours qui vous a accompagné. On a pu voir sur un reportage réalisé par OneNet que vous aviez aussi développé une application, donc je suppose qui était votre CMS finalement, PrestaShop, pour diffuser vos œuvres. Donc au tout début, comment est-ce que ça a commencé? Dans quel objectif? Parce que j'avais l'impression dans le reportage que c'était plutôt, alors si je ne me trompe pas, je pense que c'était un galériste qui témoignait, qui disait voilà, en fait tous les matins, l'internaute reçoit une proposition d'œuvre. En fond d'écran. Voilà. Donc tout de suite on voit cette transformation digitale donc, du métier de galeriste classique à hop, alors, on amène dans votre quotidien des œuvres d'art et on vous les présente. Qui est-ce qui pilotait cet outil? Tout d'abord, pourquoi avoir pris cette décision d'aller
d'aller sur le digital. Et puis ensuite, quelle était la team, comment a été composée votre team qui pilotait cette activité-là? En fait, au départ, on a fait un premier site internet parce qu'on avait gagné un concours. Je ne sais plus quel concours, mais on avait gagné 10 000 €. Et donc, avec ces 10 000 €, on s'est dit, tiens, on va faire un site internet en 2007. Donc, on a fait un site. À l'époque, c'était avec la technologie Flash, mais il y avait plein de sujets qui n'allaient pas. Donc, en fait, il a fonctionné pendant 1 an. Et puis, au final, on en a recréé un avec une société, celle qui nous a fait le premier ERP, qui a fonctionné donc de 2007 à 2018. Donc néanmoins, ça a été quand même un long chemin. Et ce site internet, sans vraiment s'en occuper, il vendait. Donc en 2017, on a décidé de recruter un responsable e-commerce pour s'en occuper. Et c'est vrai qu'il nous a aussi éduqués sur la partie web, puisque moi j'étais purement dans du retail. Très clair. Du coup, en termes de résultats, ce qui a fait que vous avez commencé à vous en préoccuper, je suppose même que c'est souvent ça, de toute façon, le KPI qu'on regarde, c'est le chiffre d'affaires que ce canal va générer. On était à combien à quelle hauteur? Tu peux nous donner un pourcentage, je ne vais pas forcément donner de chiffres, ou du moins, voilà, pour ne pas rentrer forcément dans ce détail-là, ça représentait combien de pourcentage de ton CA global, ce canal-là? On devait être à 6-7%. On devait être à 6-7%, mais pour être honnête, aujourd'hui, on doit être à 10%, si ce n'est que ce n'est pas du tout la même utilisation, et le web ne nous apporte pas du tout la même chose. En 2017, le web, c'était un canal en silo. Aujourd'hui, le web, c'est une puissance de frappe colossale à tout niveau, point de vente, e-commerce et communication, notoriété. C'est très bien parce que du coup, je vais corriger ma question. Quel a été le KPI qui t'a poussé finalement à t'intéresser davantage à ce canal pour ces raisons mêmes? Je pense que évoquer le CA, du coup, c'était une maladresse de ma part. Qu'est-ce que ça t'a amené? Est-ce que c'était de l'enrichissement de la connaissance de ton client, de tes clients? Est-ce que ça a été de la fluidité dans le quotidien en termes de gestes, métiers? Je ne sais pas. Alors au départ, puisqu'on n'avait pas toute la richesse du web et tout le scope général, puisque tout s'est développé quand même assez rapidement, l'idée de développer le e-commerce, c'était de développer une grosse galerie supplémentaire et donc de faire du chiffre d'affaires. Voilà. Au tout départ, la logique était là, et c'est pour ça qu'on était vraiment en silo. Intéressant. En 2018, comment se transforme Carré d'Artiste autour de cette activité e-commerce jusqu'à 2021, jusqu'à l'avant notre rencontre? Donc, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les équipes évoluent? De quels outils est-ce que vous vous équipez? Que ce soit pour l'e-commerce, même quand je parle vraiment d'e-commerce, je parle aussi de digital, de CRM, enfin vraiment de tous ces outils-là qui vont être satellitaires finalement avec votre métier du quotidien. Dans un premier temps, voyons ça. Alors nous, à l'époque, on n'était pas une société très très digitale. 2018, bien sûr, on met en place un nouvel ERP qui ne fonctionne pas. Ça dure 1 an et demi et ça démotive les équipes parce qu'il y a plein de bugs, parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'on ne peut pas faire d'analyse. Je crois que Christelle est arrivée à ce moment-là. Très compliqué. Et là-dessus, arrive la crise Covid, les galeries ferment. Et là, les gens nous appellent, les clients nous appellent en disant « Oui, j'ai vu une œuvre dans cette galerie à Toulouse, mais est-ce qu'il est possible de m'envoyer la photo ?» Madame, la galerie est fermée, nous ne pourrons... « Mais si, c'était l'œuvre en vitrine, je voudrais la photo. » Madame, désolée, la galerie est fermée, nous ne pourrons pas vous servir. Et à force d'entendre ça, on s'est dit « Non, mais c'est pas possible, il faut absolument qu'on traite ce problème-là. » En plus, on a un logiciel qui ne fonctionne pas. Donc, il faut bouger. Donc, on a recruté un chef de projet
Mathieu, que SoluSquare a bien connu. Et j'ai expliqué à Mathieu en disant, écoute, il faut que très très vite, on change notre structure. Je sais qu'il faut qu'on change le CMS, il faut qu'on change notre site e-commerce, et il faut qu'on ait un ERP qui fonctionne. Et ça, il faut que tu me trouves une solution en 2 mois de temps. Donc, la chance qu'on a eue, c'est quelqu'un qui sortait de chez Caporal. Caporal, il y a des succursales, il y a des franchisés, il y a du e-commerce, il y a de l'omnicanalité. Donc, il avait très vite capté la problématique qu'on avait chez Carré d'Artistes. Et donc, il a travaillé pendant la crise Covid. Lui, il a été recruté le 18 mars ou le 19 mars. Donc, il est arrivé chez nous en pleine crise Covid. Et puis, il a cherché il a interrogé 3 sociétés pour ce projet-là. Et au final, nous, on avait 90% de nos points de vente fermés. Et on a pu bénéficier aussi du PGE pour investir dans un nouvel outil IT. Je ne devrais pas le dire comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Pour investir dans notre nouvel outil IT et pour avancer donc beaucoup plus vite. On a signé avec SoluSquare. Et là, on était tellement tétanisés par ce Covid qu'on a dit à SoluSquare, écoutez, on est en juin 2020, on a un ERP qui ne fonctionne pas. Promettez-moi qu'en novembre 2020, ça fonctionne chez vous. Et Géry et Rachel ont dit, défi relevé. C'est vrai, quelle histoire. C'est le Covid d'ailleurs, juste quelques jours après, finalement, son intégration au sein de Carré d'Artistes. Mathieu était déjà en train de nous contacter. Ça a été un projet éclair. Comme quoi que parfois on peut faire vite et bien si on a la structure en face, si on est préparé. Je vais me permettre de revenir sur ces points-là, c'est que il y avait l'antériorité, donc de prise de conscience qu'effectivement vous ne cherchez pas un CMS, vous cherchez comme je disais tout à l'heure, une vraie transformation digitale de Carré d'Artistes sur l'ensemble de votre métier, que ce soit en galerie, que ce soit au niveau du siège, donc pour toute la gestion, qu'elle soit comptable, financière, etc., marketing aussi, etc., que sur le web, puisque comme tu le disais, c'est 6% finalement des ventes, donc c'était pas forcément le challenge user, c'était plutôt toute l'optimisation de vos tâches du quotidien et la digitalisation de vos magasins pour permettre finalement de la vente sans couture, d'accord, et de la performance sur l'ensemble de ces points de contact. Et lorsque c'est vrai qu'on a cette prise de conscience-là, on se dit, mais de toute façon, si on veut aller vite, il faut savoir déjà ce qu'on a aujourd'hui, là où on veut aller demain, pour connaître notre atterrissage, savoir de quoi est-ce qu'on dispose déjà aujourd'hui pour pouvoir réaliser et prétendre à cette évolution, et planifier. Là est le challenge. Être conscient aussi de ce qui est réaliste et ce qui l'est moins. Donc être en capacité aussi de dire, on ne peut pas tout avoir tout de suite, il faut qu'on prenne le temps de prioriser ces réalisations. Et là c'est génial effectivement parce que je trouve que c'est un projet assez éloquent dans ce sens où il y avait une grosse contrainte qui était sur le RP qui n'était plus fonctionnel. Donc étape 1 déjà, on vient remplacer ce qui ne fonctionne pas, puis petit à petit on vient remplacer ce qui ne fonctionne pas très bien, puis ensuite on va plus loin. Vous avez eu de très beaux projets, même en lot 2-3, lors de cette refonte qui concernait des aspects plus marketing, etc. On va juste un peu rétro-pédaler sur la démarche de l'appel d'offres jusqu'à la signature de la collaboration entre Carré d'Artistes et SoluSquare. Donc déjà en amont, vous identifiez la bonne personne pour la bonne mission, donc qui est Mathieu Nagy, qui a pris contact avec nous et qui a identifié du coup les solutions adaptées à votre problématique. Comment s'est passée la réflexion en interne avec Mathieu sur ce point-là et comment est-ce que vous avez sélectionné encore une fois ces acteurs et pour quelles raisons? Alors, en fait, on a vite fait confiance à Mathieu puisqu'il connaissait les problématiques et il avait vécu pas mal de choses chez Caporal. Donc il a échangé avec un certain nombre de sociétés. C'était quelqu'un qui connaissait ce métier-là et ça nous a beaucoup aidé. Et après, pourquoi on s'est porté sur SoluSquare? Il y a plusieurs réflexions. Il y a le système de
paiement que vous faites, nous, on a été pris à la gorge quand même par la crise Covid, où 90% des galeries étaient fermées, et pour les galeries à l'étranger, on n'a pas les aides de l'État, donc il fallait vraiment tenir, parce qu'il faut savoir que même la Chine a réouvert très récemment. Donc ce premier point était important, et le deuxième point qui nous a fait vraiment basculer, c'est qu'on avait compris que Jiri, qui était l'interlocuteur pour présenter la solution, mais avec Rachel, que Jiri suivrait le projet, et on avait une réelle confiance dans la société Solusquare. Voilà. Donc c'est aussi un côté humain, vraiment, qui nous a fait basculer vers Solusquare. Et les réalisations, il me semble que Mathieu avait eu, alors je ne sais pas si c'est Carandache, Light Online, mais toujours est-il que là aussi on a été rassurés. Voilà, parce que c'est vrai qu'il était hors de question pour nous de basculer à nouveau sur une société fragile qui nous aurait mis en péril. Très clair. Là, je vais poser ma question à Jerry. Comment est-ce que tu as accueilli le projet Galerie d'artistes lorsqu'on s'en avait parlé la première fois? Tu t'es beaucoup impliqué sur ce projet humainement et professionnellement, vraiment sur les deux aspects. On peut être d'accord pour se dire que c'est un projet qui s'est très bien passé. Non, je te le demande à toi, côté Solusquare. Il y avait l'information, il y avait l'interlocuteur, il y avait l'envie, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails effectivement sur ça et en quoi est-ce que, du moins, quels sont les facteurs qui ont été clés de succès pendant, j'ai envie de dire, le premier contact avec Galerie d'artistes, mais aussi lors de la phase de cadrage? Merci. Au niveau déjà premier contact avec les équipes, on voit Stéphanie est quelqu'un de passionné, donc forcément c'est une passion qui est vite communicative en fait. On a vite ressenti l'envie également de participer au projet de Galerie d'artistes, donc vraiment de participer à l'aventure en fait. On a tendance chez Solusquare plutôt à vivre nos projets ou les projets de nos clients un peu comme une aventure et pas de prendre ça comme un bête projet informatique. C'est plutôt les challenges qu'il faut relever et les challenges que nos clients doivent relever qui nous intéressent. Donc il y avait le côté challenge, il y avait un petit peu de pression au niveau du temps, donc ça aide un petit peu. Il y a forcément donc, la passion communiquée, et après il y avait donc les interlocuteurs, notamment Mathieu qui connaissait vraiment ces sujets d'omnicanalité. Nous on les avait vécus un petit peu morceau par morceau chez différents clients, mais c'est réellement la première fois qu'on assemblait un projet comme ça de bout en bout, avec des problématiques qui peuvent être des problématiques un peu facilitatrices de problématiques d'œuvre unique. Ça peut aider sur certains points, mais à côté de ça, ça donne aussi beaucoup de pression, et comme vous le demandiez tout à l'heure sur la partie rupture de stock éventuelle, il fallait vraiment mettre quelque chose en place qui soit très direct et très bien huilé pour pas créer de frustration auprès des clients. Donc nous on a très vite accroché sur le projet en lui-même. On a une équipe qui était vraiment très demandeur, et à côté de ça, je ne vais pas dire que le peu de délai, je ne recommande pas d'avoir aussi peu de délai pour faire ces projets, mais j'en parlais tout à l'heure à midi sur un autre cas client qu'on a traité il y a quelques années. Le côté d'avoir un petit peu le couteau sous la gorge, en fait ça aide aussi à prendre des décisions. Voilà. Tu es obligé de te poser les bonnes questions tout de suite et d'avoir un cycle de raisonnement qui est mine de rien assez court et de faire les bons choix. Donc tu es obligé de faire potentiellement te dire je fais une V1, je fais une V1.1, je fais une V2 et ainsi de suite, et puis tu segmentes ton projet pour faire en sorte de coller à tes obligations principales. Donc il fallait remplacer le RP. On était dans un contexte où les galeries ouvraient, fermaient, donc on a dû en plus en cours de route ajuster un peu les priorités en fonction du contexte, mais en tout cas voilà, tout s'est toujours très bien passé avec une équipe vraiment qui était demandeur, aussi bien au niveau des galeries, puisqu'on a aussi rencontré nous les acteurs, qui soient les acteurs employés de Stéphanie au sein des galeries en propre, mais également les franchisés. Donc en fait on a tout de suite été aussi impliqués auprès des franchisés et des galeries, ce qui fait que très vite en fait on a communiqué directement avec les équipes et on a pu avoir vraiment des ressentis de la part de tout le monde. Donc ça c'est très important, parce qu'en fait on a vraiment tous les tenants et aboutissants et les problématiques de chaque personne de la société. Donc ça aide. Des fois on a accès qu'à une seule personne, un chef de projet, qui n'a pas forcément lui-même tout l'historique. Là au moins d'avoir accès à tout le monde, ça a été quand même une grande aide.
Merci beaucoup, Jerry. Du coup, arrive la restitution, on s'accorde sur un projet, un planning, un budget. Souvent, il y a un des trois qui fait que ça coince. Avec Carré d'artiste, ça a été fluide. Pourtant, on n'était pas forcément sur les attentes du départ, sur les trois aspects d'ailleurs. On n'était pas forcément sur ces sujets-là. On a eu des sujets qui se sont étendus, etc. Mais avec toujours, comme tu le disais, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est constant chez Carré d'artiste, un aspect de mesure de chaque action. Donc je fais peut-être pas ça tout de suite. Je pense au portail artiste, je pense au parcours de génération vide, etc. C'est pas des sujets qui étaient sur la V1, si je peux dire, du projet, qui avaient une réelle valeur ajoutée sur votre business, c'est pas que sur votre e-business. Hein. Donc on l'a planifié, ça s'est décanté lors du cadrage, hein, ces sujets se sont décantés lors du cadrage. C'est pas des enveloppes que vous avez prévues pourtant au départ, et pourtant, comme tu le disais, votre situation économique n'était pas des plus favorables, hein, Covid, les galeries fermées, etc. Mais on les a réalisées. Qu'est-ce qui, pour toi, doit être du moins, quelles sont les données que tu prends en considération pour la validation de budget non escompté au départ et de délai non escompté au départ également, que tu pourrais partager surtout toi en tant que CEO, parce que finalement tu es décisionnaire, c'est toi qui vas défendre ces budgets auprès de tes actionnaires, etc. Quel discours est-ce que tu vas tenir en quelques mots hein, pour défendre ça et pour quelles raisons? Alors les actionnaires, c'est pas vraiment un sujet parce qu'ils font confiance et tant que les chiffres vont, tout va bien. Non, en fait, on prend des décisions chez Carré d'artiste en codir. Hein. Christelle en fait partie, et il y a le directeur commercial, la directrice artistique, la directrice financière. Je ne prends aucune décision seule. Donc c'est toujours partagé. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on s'est mis d'accord sur une V1, une V2, une V3 avec une enveloppe globale et on s'estimait content si on avait tout ça. Donc on a mis le temps qu'il fallait pour bien le faire. Et en fait, au plus on avance dans la digitalisation de l'entreprise, puisqu'on se parle de ça, on ne se parle pas simplement du site e-commerce, mais par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. On avait donc un système de gestion de stock, c'est-à-dire qu'on a des stock up et on a des ventes. Et derrière, il y a des fournisseurs qui sont les artistes. Et ces artistes, ils passent leur vie à téléphoner en galerie pour savoir « Et qu'est-ce que j'ai vendu aujourd'hui ?» Sauf que vous ne pouvez pas répondre à la multitude d'artistes tous les jours, pourtant c'est ce qui se passait. Donc, digitalisation, évidemment, la question se pose en disant il faut faire un portail artiste et il faut que les artistes se connectent sur leur propre plateforme. Ils ont les stocks, ils ont les ventes, ils ont les commandes, ils créent une œuvre, ils chargent la photo et ils paramètrent, ils mettent les tags, ils font tout ce travail-là aussi. Donc en fait, c'est devenu, très sincèrement, Solusquare aujourd'hui, c'est devenu une arme de guerre parce que l'avantage que ça a, c'est que vous passez par des modules standards qui existent et qui existent chez d'autres concurrents. Par contre, toute la spécificité, la compréhension métier et le développement métier, et Jerry, je pense que là-dessus, tu comprends parfaitement les spécificités de l'entreprise et tu as su à chaque fois y répondre précisément. Et c'est ce qui fait qu'il y a une vraie plus-value à être avec Solusquare. Et certes, ce sont des budgets additionnels, mais vous gagnez tellement de temps. Vous gagnez tellement de motivation équipe, parce que les équipes derrière comprennent l'intérêt de la digitalisation, réfléchissent. Aujourd'hui, on est plutôt à dire, bon, attention, on ne peut pas tout développer, et la Rolls-Royce, on ne pourra pas non plus se la payer. Mais qu'est-ce qui génère de l'efficacité et donc une réduction de coûts? Et en face, qu'est-ce qu'on peut développer? Jerry, je pense que tu peux en parler, parce qu'on est aujourd'hui sur le planning des artistes, par exemple. Oui, il y a le côté objectif chiffre d'affaires. Ça, c'est clair, comme pour toute société, de toute façon, il faut que tu génères de la croissance. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Mais après, il y a surtout les cas de productivité. En fait, chez Carré d'artiste, c'est un des gros besoins qu'il y avait. En fait, et de par votre passé, où vous aviez le site internet, un ERP et un deuxième ERP, beaucoup de choses qui se traitaient à la main, beaucoup de choses qui prenaient du temps à faire en double, en triple, en quadruple, très peu de reporting.
aussi bien en interne que pour les artistes. Donc il y avait vraiment des gains de productivité au-delà des gains de chiffre d'affaires à aller chercher. Donc en fait, nous, ce qui a été relativement flatteur pour nous, c'est que très vite, Stéphanie et les équipes ont ressenti qu'on avait de quoi fournir en fait ces gains de productivité au-delà des gains de chiffre d'affaires. Et donc, comme tu le disais, Rachel, en fait, très rapidement, il y a des budgets et des projets en plus qui se sont rajoutés avec une vision qui est vraiment une vision d'entreprise et pas uniquement une vision commerciale avec des objectifs de chiffre d'affaires. Voilà, donc pour nous, SoluSquare, ça a été en fait un accompagnement sur toute la digitalisation de l'entreprise et pas simplement le site e-commerce et le MPOS. Et les sujets ne sont pas terminés encore aujourd'hui parce qu'on voit des poches de croissance qui sont considérables. Oui, c'est un projet qui n'a pas, s'est pas arrêté au setup. Ça, c'est l'avantage aussi d'une solution telle que la nôtre en mode SaaS. C'est que nous, on se positionne, comme on disait, en tant que partenaire du développement commercial, partenaire du développement tout court, en vrai, plus que commercial, hein, parce qu'on est dans tous les recoins de votre activité, finalement, enfin, survie chez Carré d'Artistes. Et c'est vrai que la plupart du temps, dans les solutions SaaS, qu'elles soient open source ou pas, d'ailleurs, on a des modules standards, comme tu disais, qu'on peut trouver partout. Chez SoluSquare, notre particularité, effectivement, c'est qu'on fait du sur-mesure. D'accord ? Ce sur-mesure on essaye de ne pas dépasser 30% en fait, de notre fonctionnement natif. Attention, dont vous n'avez pas forcément toute la visibilité, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnels. En fait, c'est une solution qui est très riche. Hein. Elle a 20 ans, avec l'héritage d'énormément de projets comme on a pu vous présenter ce matin. Donc, c'est pas que ce que vous voyez finalement depuis votre back-office, c'est aussi plein de développements qui sont là et qui sont parfois un peu en sourdine, comme ce qu'on avait pu faire pour Xerox, notamment sur les formulaires, etc. Donc, vous pouvez hériter sur vos projets. Pour Carré d'Artistes, on a spécifié certaines de ces fonctionnalités-là. Je pense notamment à la création de fiches produits, au transfert d'œuvres d'un lieu à l'autre, question qui a été demandée tout à l'heure, avec le système de création de produits donc agile. J'aimerais bien qu'on vienne dessus. Un produit égale une œuvre et non pas un produit égale X référence. Si je reviens un peu sur le brief de façon un peu vulgaire. Jerry, est-ce que tu peux nous en parler de cette fonctionnalité-là ? Oui. Oui, on est clairement dans ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau enrichissement de la base de données produit, on est sur une base de données où il y a plus de 100 000 références aujourd'hui, avec des équipes Carré d'Artistes qui sont vraiment tournées vers le côté un petit peu marketing des produits vendus, mais la majeure partie des produits aujourd'hui, pour donner de la productivité à Carré d'Artistes, doivent être enseignés soit par la galerie, qui a l'œuvre sous les yeux, et l'œuvre il n'y en a qu'une, donc il n'y a pas mieux que la galerie pour renseigner des informations sur les produits, ou alors directement par les artistes eux-mêmes en fait. Donc comme le disait Stéphanie, il a fallu repenser un petit peu le modèle de données produit, simplifier les choses. Ce que disait Christelle tout à l'heure, c'est structurer vraiment les critères importants pour les acheteurs, donc le style d'œuvre, les couleurs dominantes, les dimensions, qui sont donc la base du nom même Carré d'Artiste, les gammes de prix, ce genre de choses-là. Donc il a fallu vraiment structurer la base de données pour qu'elle soit compréhensible par tous les acteurs Carré d'Artiste et qu'elle soit facilement enrichissable et duplicable, parce qu'on est dans des projets qui sont des projets internationaux et traduits. Et donc il fallait faire en sorte aussi que une modification qui est faite potentiellement sur une œuvre, quand on indique que c'est de l'art abstrait, il faut forcément que toutes les caractéristiques de tous les pays, de toutes les langues s'enrichissent automatiquement également. Donc toutes ces informations-là, tout ce travail qui a été fait, a au final été reproduit sur le portail artiste. Et aujourd'hui, je ne sais pas moi les chiffres, je ne sais pas si toi tu les as Stéphanie, mais quelle est la proportion d'enrichissement des informations produites par les artistes versus ce que vous faites vous en interne aujourd'hui et qui vous a fait gagner certainement un temps conséquent, je pense. Alors le pourcentage, je ne l'ai pas, la directrice artistique va l'avoir. Après, en fait, on se rend compte effectivement qu'on gagne énormément de temps là-dessus sur toutes les informations qui peuvent être rentrées par les artistes. C'est pas encore parfait, évidemment, il y a quelques réfractaires, mais à l'informatique en général, globalement. Mais la plupart des informations sont remplies par l'artiste et en fait aujourd'hui finalement de ce qu'on voit, on assiste à un ping-pong entre l'artiste et la galerie. En fait effectivement comme tu dis, il y a une certaine partie des informations
qui est rempli par les artistes et potentiellement complété par les galeries si manquantes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça nous permet d'avoir une efficacité qui est tout autre et surtout qui nous permet d'avoir toutes nos œuvres en ligne et accessibles en omnicanal, ce qu'on n'aurait jamais été capable de faire sinon. Donc, Il me semble que ce portail il ne fait pas que ça, pas que d'enrichissement de produits, il permet aussi d'envoyer ces infos finalement d'un point à l'autre, donc d'une galerie à une autre, effectivement, mais aussi vous donner de la visibilité sur les stocks et sur la consultation de ces œuvres-là. Qu'est-ce que ça a apporté à votre business, cette accélération en termes de visibilité de la donnée réalisée par une partie qui n'est pas finalement interne à Carré d'Artiste à 100%, c'est avec les artistes? En fait, déjà, ça fait gagner un temps considérable à la galerie qui devait tout paramétrer, prendre les photos, faire tout ce travail-là, alors que très souvent, l'artiste, il le faisait lui-même sur Excel. Il prenait les photos, à chaque fois que c'était vendu, il reportait sur sa fiche Excel. Donc, c'était un double travail qui était fait complètement inutile. Donc, quand on a fait ça pour les artistes, ils ont trouvé ça absolument génial, à part les quelques réfractaires à l'IT, mais la plupart des artistes sont complètement addicts et ils regardent même leur plateforme Solusquare 3 fois dans la journée pour savoir s'ils ont vendu. Et donc aujourd'hui, le manager de galerie appelle l'artiste uniquement pour travailler le fond, c'est-à-dire la création, qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les briefs qu'on peut faire, comment on peut aller plus loin, plutôt que de répondre sur des états de stock et des commandes. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont un travail qui est beaucoup plus qualitatif et les artistes ont aussi tout le service derrière. C'est très clair. On pourrait imaginer pour un autre retailer, un autre acteur du e-commerce, que finalement, pourquoi pas ses clients enrichissent ses fiches produits, son fournisseur enrichisse son état des stocks, je sais pas. En fait, vous avez ouvert finalement votre business à une partie qui n'était pas forcément maîtrisée. Vous avez fait confiance à vos artistes pour donner de l'information à vos clients finaux. En fait, on peut même aller plus loin, et c'est une réflexion qu'on est en train de mener. C'est grâce à ce développement de portail artiste, on est en train de créer aussi une marketplace artiste, c'est-à-dire qu'au même titre qu'on a des dépôts galeries, on peut tout à fait imaginer des dépôts artistes, où l'artiste dépose ses œuvres en vente sur le web, et là uniquement sur le web, ça ne prend pas d'espace aux galeries. Donc on peut imaginer des œuvres 2 mètres par 2 mètres, on peut imaginer tous les formats, et l'artiste les garde dans son atelier, mais les propose à la vente. Voilà. Donc en fait, ça nous fait aussi aller plus loin dans notre business, une réflexion qu'on n'avait pas à la base, puisqu'on n'imaginait même pas le système. Incroyable. Et du coup, là, j'ai une question qui va vous concerner tous deux, donc Christelle, Stéphanie, mais aussi Jerry. J'aimerais avoir vos 2 réponses. Faut pas copier sur l'autre. Je vais commencer par Carré d'Artiste et après j'aimerais bien avoir encore une fois ton opinion, Jerry. Pour vous, quelles ont été les fonctionnalités qui vous ont permis d'accélérer, donc accroître votre développement? Et si à cette question vous pouvez nous amener quelques chiffres aussi pour illustrer cette réponse-là. Et toi, Jerry, qu'est-ce que tu penses qui a révolutionné l'activité de Carré d'Artiste depuis la consultation qu'on a menée avec Mathieu à aujourd'hui et que j'aimerais bien confronter en fait vos opinions. On va voir l'aspect très business de Carré d'Artiste et peut-être métier, et de ton côté, toi plutôt techniquement et que tu penses mandatory, tu vois. Christelle, je pense que tu vas m'aider, mais je pense qu'on était dans une situation où on ne maîtrisait pas du tout le digital. Et en fait, avec Solusquare, on a été obligés de tous s'y coller. Au départ, on s'est fait accompagner par un consultant e-commerce, mais on a pu mettre les mains dans le SEO, le SIA, et de pas sans arrêt faire appel à des agences. On a vraiment compris les choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, les Google Ads, bon bref, il y a tout le web en général, tout le monde s'est plongé dedans parce que c'était un projet qui a complètement structuré l'entreprise.
Et donc je pense que c'est ça qui nous a fait gagner, parce qu'aujourd'hui on a une croissance à 2 chiffres, en dehors des ouvertures qu'on fait. On est dans une conjoncture qui n'est pas toujours très simple, surtout que l'art c'est quand même assez superflu, mais je pense très sincèrement que c'est l'outil, les équipes qui se sont mises dessus, qui ont voulu aller plus loin, qui ont réellement impacté le business. Ouais, pour compléter, effectivement, alors d'un point de vue métier, je pense que ça a changé énormément de choses et alors je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler, mais d'un point de vue effectivement de ce qu'on voit sur tous les services, en fait on se disait il y a beaucoup de tâches qui étaient faites à la main, voilà, ne serait-ce que concrètement exactement, je ne sais même pas moi exactement en quoi ça consiste, mais le paiement artiste, voilà, ça prenait énormément de temps, il y avait beaucoup de tâches de vérification humaine, et donc là-dessus, d'un point de vue productivité, c'est sûr qu'on a gagné énormément. Après, d'un point de vue plus marketing, je pense que la plus grande avancée, c'est le côté omnicanal. En fait, le fait d'avoir une œuvre qui est en galerie, qui est visible sur le site internet, mais en fait, c'est pas que le site internet, c'est visible par toutes les galeries et donc qui peut être vendu par toutes les galeries. En fait, ça, c'est une vraie révolution. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme on le disait, avant, ça fonctionnait pas mal par silo d'une galerie ou le site internet qui finalement n'était jamais qu'une galerie en plus en silo. Et en fait, la vraie particularité de Carré d'Artiste d'avoir des œuvres uniques, en fait, même moi, au fur et à mesure, je l'intègre de plus en plus sur plein de sujets. Mais en fait, là, c'est une vraie force d'une galerie qui, en fait, il y a une demande d'un client et qui est très spécifique et qui, en fait, ne va pas trouver l'œuvre qui lui correspond dans la galerie parce que physiquement, on est limité. Là, tout de suite, d'avoir l'accès sur le site avec des photos, avec toutes les informations, avec les informations de l'artiste en question. Parce qu'effectivement, les galeries sont très pointues sur les artistes qu'ils exposent. Ils ne peuvent pas être très pointus sur les 600 artistes. Et donc là, voilà, c'est une source de données, d'explications, de photos, de vidéos et sur l'œuvre en question. Donc ça, c'est révolutionnaire, je pense. Et pour moi, c'est ça la plus grande différence. Et après, effectivement, d'un point de vue marketing, du coup, d'avoir rassemblé, entre guillemets, tout le catalogue d'œuvres à un même endroit, nous, en termes d'acquisition, de communication, sans rentrer dans le détail sur tous les flux produits qu'on peut pousser, qu'on peut partager, avec lesquels on peut jouer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou effectivement sur du remarketing ou des choses comme ça, c'est une grosse avancée, une grosse révolution. Oui, je suis un peu désolé Rachel, je dois recopier sur la partie omnicanalité, mais bon, c'est un peu, c'est logique. Aussi bien sur la partie commande produit, bon ça on en a parlé, Stéphanie avait dit tout à l'heure, les œuvres qui étaient disponibles sur internet étaient des œuvres un peu vieillissantes, elles étaient dans le dépôt principal. Les œuvres qui étaient peut-être les plus récentes ou les plus glamour si je puis dire, et c'était plutôt envoyées en priorité aux galeries. Là l'avantage c'est de pouvoir mettre en avant sur le site internet des œuvres de tout horizon, parce qu'on a moyen de mettre en avant sur le site internet une œuvre présente dans la galerie à Moscou ou à Sedona, donc on a vraiment un catalogue qui est très très large. On a la partie client également, on n'en a pas parlé, mais on a vraiment une centralisation de toutes les données clients, qu'elles soient en provenance des magasins ou en provenance d'internet, tout est centralisé au même endroit. Donc depuis le site internet ou depuis le M-Post, quand un client vient se connecter, il a moyen vraiment de retrouver la totalité de ses contacts avec la marque, ses achats, quels qu'ils soient, qui viennent de l'e-commerce ou d'un M-Post, donc ça c'est aussi non négligeable. Et après, en termes vraiment hors business, il y a toute la partie portail artiste et traitement des artistes, donc on a parlé de toute la partie enrichissement des produits, gestion des visuels, les données produits, le fait de répondre à une demande de combien j'ai vendu aujourd'hui, l'artiste peut se débrouiller et aller regarder. Et après, il y a le traitement des artistes en termes de, traitement mensuel ou bimensuel que faisait Carré d'Artiste, avec les calculs des rétrocessions pour les galeries éventuelles ou les générations le fichier de le récap encaissement dont il parlait tout à l'heure, tout le récap de vente, en fait, tout un tas d'outils qui étaient gérés à la main, qui est généré automatiquement maintenant, puisque toutes les données sont centralisées, et également les fiches d'appel à facturation de la part des artistes. C'est vrai que juste pour compléter, effectivement, ce qu'on n'a pas insisté, et tu as raison, on a insisté sur la cible artiste, entre guillemets, parce que c'est vrai que finalement on répond à différents besoins et moi j'ai beaucoup parlé effectivement de la cible client final, mais c'est vrai qu'il y a un vrai impact sur les artistes aussi et on voit qu'on a beaucoup, on les fidélise d'autant plus en fait d'avoir ces services-là parce qu'effectivement il y a tout ce côté portail artiste qui est magique parce que pour eux ils ont en accès direct leur vente
et ils ont beaucoup plus la maîtrise. Après, le côté omnicanal en fait est très fort pour eux aussi, parce que c'est vrai qu'on leur garantit de fait immédiatement une visibilité physique en galerie, mais immédiatement effectivement en ligne et partout, et ça c'est très important pour eux. Et en fait là-dessus on est aussi en train de développer toujours plus d'outils, comme on le disait, ils ont la main là aujourd'hui sur une certaine partie, le chargement de leurs photos, la description, donc ils deviennent aussi un petit peu maîtres, d'autant plus exactement acteurs de leur vente, et en fait ça on voit qu'on va toujours plus loin, on est en cours là, de développement sur pouvoir rajouter plus de visuels, donc en fait là aussi là-dessus ils vont devenir encore d'autant plus acteurs sur montrer des zooms, montrer des particularités, des vues de biais de leurs œuvres. Donc c'est vrai que même pour eux, en fait, sur la cible artiste, c'est vraiment des outils qui leur changent la vie à eux aussi et qui les fidélisent en fait. Et en termes carré d'artiste pur, un des points moi, qui m'avait choqué, je t'en avais parlé la dernière fois que j'étais venu, Stéphanie, c'était chaque dit, quand on a commencé à travailler ensemble, toutes les commandes internet, en fait, 9 fois sur 10, quand j'avais besoin de faire un test ou de regarder dans le back-office, je trouvais que quasiment toutes les œuvres étaient expédiées depuis le dépôt central. Et à un moment, j'ai eu besoin de faire un test et de trouver le cas où c'était une commande internet expédiée depuis le dépôt central. Et j'ai mis une demi-heure à trouver une commande qui correspondait à mes attentes. Et je me suis rendu compte que la majeure partie des commandes internet étaient au final maintenant expédiées directement par les galeries. Et j'ai trouvé ça fou parce que j'ai dit, ça a une vraie bascule côté carré d'artiste, et je ne sais plus les chiffres que tu m'avais annoncés, mais qui m'ont fait... En fait, on a supprimé aujourd'hui, on supprime notre dépôt e-commerce qui n'a plus lieu d'être. Et en fait, suivant la taille des galeries et les réserves des galeries, on matrice un certain nombre d'œuvres à avoir en stock. Pour qu'elle soit, par exemple, la galerie de Marseille qui est un peu plus grande, on va la stocker pour qu'elle soit un vrai dépôt relais web, et d'autres plus petites, on va moins les stocker et elles vont prendre sur le site e-commerce en omnicanalité. Et après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bien sûr, Solusquare a informatisé tout le système de rétrocession pour chaque galerie, que ce soit des propres comme des franchisés. Donc on a pu rentrer dans tout ce détail-là. Donc tant les artistes sont payés et on appuie sur un bouton, il y a l'appel à facture qui part aux 600 artistes, que pour les rétrocessions, chaque mois, c'est calculé automatiquement. Donc au départ, nous-mêmes, on avait fait une usine à gaz, on a simplifié en faisant juste un pourcentage, Dieu merci, mais le système Solusquare est vraiment très très bien. Et c'est vrai que sur un système, l'omnicanalité, la transparence, etc., un site e-commerce standard ou une société retail standard, ça paraît complètement normal. Il faut toujours revenir en arrière, c'est que nous, on est sur un système de galeries d'art où les artistes, ils ont peur de déposer leurs œuvres dans des galeries parce qu'il y a beaucoup de galeries qui n'ont pas toujours la trésor pour payer les artistes, donc qui ne déclarent pas toujours les œuvres vendues aux artistes. Ils sont dans des milieux, c'est pas toujours très, très transparent. Allez voir même des grands réseaux de galeries d'art, sur le web, ils n'affichent même pas les prix parce qu'ils ne donnent pas les vrais prix aux artistes. Donc, le fait d'avoir mis cette transparence et ce portail artiste fait aussi qu'on a gagné énormément de confiance dans ce milieu-là, et on s'est rendu compte aussi qu'on avait beaucoup plus de candidatures spontanées de la part des artistes parce qu'ils sentent bien qu'ils peuvent faire confiance au réseau carré d'artistes, et on est complètement transparent, et ça c'est important aussi. Je vais passer à ma toute dernière question. Aujourd'hui, de la feuille Excel que tu administrais seul, on arrive à 120 personnes qui utilisent régulièrement Solusquare. Une croissance à 2 chiffres début 2023, malgré la crise du Covid, l'environnement inflationniste, la guerre en Ukraine, j'en passe. Vous continuez à connaître des performances alors que j'ai l'impression que vos concurrents, eux, connaissent plutôt la décroissance. Bravo déjà pour ça. Comment est-ce que vous envisagez le futur avec ces résultats, et comment vous l'envisagez surtout avec Solusquare? Alors, en fait, toute cette partie digitalisation, elle donne des aides à tout le monde, puisque tout le monde lève le doigt pour dire j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et là, on est dans une phase plutôt
stabilisation où on se dit on a une machine de guerre qu'on doit maintenant vraiment optimiser à 200%. On va faire des développements, mais on ne sera peut-être pas aussi rapide parce qu'en fait, il y a SoluSquare, il y a les budgets qu'on met en face, mais il y a aussi les équipes en interne. Et on se rend compte que ça fait presque 3 ans qu'on est sur un développement très soutenu, avec beaucoup de changements en permanence, et je me rends compte, et ça je l'ai certainement sous-estimé, ça fatigue beaucoup les équipes en interne parce qu'on est en permanence dans du changement. Donc on s'est dit qu'on allait optimiser, ralentir un peu et mieux faire de manière vraiment qualitative pour ensuite repartir un peu plus loin. On est toujours dans une logique de développement de galeries, puisqu'on franchise les galeries en France et à l'étranger. On a pas mal de sujets, puisqu'on a ouvert hier Grenoble, on vient d'ouvrir Versailles et Colmar, on doit ouvrir Toulon, Montréal. Bon voilà, il y a encore pas mal de sujets, donc ça nous prend beaucoup de temps. Il faut bien le faire. Il faut remettre des briques de formation parce qu'il y a des process à réécrire. Toute cette digitalisation, elle a changé beaucoup de choses en interne. Et donc, il faut prendre le temps à nouveau d'accompagner et de bien former. SoluSquare, c'est une arme de guerre, mais il faut aussi bien savoir l'utiliser, optimiser cette arme de guerre pour bien faire. Voilà, donc on est plutôt dans cette phase-là aujourd'hui. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On va passer aux questions. Si vous en avez. Vous venez de parler de formation. Quel a été justement le temps de formation au niveau des équipes? Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a 120 personnes qui utilisent SoluSquare. Comment est-ce qu'elles ont été formées? C'est ma première question. Combien de temps ça a duré? Et la deuxième, quels ont été les côtés réfractaires à passer à cette solution? Comment vous êtes passé outre? Alors, les formations, ça a été à plusieurs niveaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a lancé SoluSquare en novembre 2020, et là, à nouveau, on a eu du confinement. Donc, à nouveau, les galeries referment, parce que ça s'est passé en décembre 2020. Donc, on a lancé, je me souviens, on devait lancer les deux, et au final, on a dit, on lance que le site e-commerce. On essaye de faire tant bien que mal, parce que entre du chômage partiel, de ci, de ça, et le MPOS, on le fera à la réouverture après. Bon, mais néanmoins, on avait des galeries à l'étranger qui étaient fermées. L'Allemagne, les Pays-Bas ont été fermés beaucoup plus longtemps. Donc, en fait, les formations, on ne l'a pas fait dans un contexte optimum. On a essayé d'écrire des choses, mais on se rend compte que néanmoins, les gens ne lisent pas. Donc, ça a été des formations beaucoup en visio, parce que c'était sur une période assez compliquée. Et là, je vais vraiment reconnaître que Jerry nous a toujours accompagnés, a toujours été dispo pour faire une visio, pour expliquer, pour accompagner aussi nos équipes en interne. Donc ça a été d'un grand soutien, parce que ça n'a pas été très bien structuré de par la conjoncture. Et les freins au niveau des équipes? Alors, les freins, il y en a eu, et j'ai sous-estimé la conduite du changement. Je pense qu'on aurait dû beaucoup plus expliquer le projet, mais de manière globale, avec une vraie visibilité. J'ai eu des gens qui ne comprenaient pas où on allait, qui avaient le sentiment qu'ils allaient, que ce côté base de données, catalogue, allait leur donner au contraire beaucoup plus de travail administratif, alors qu'aujourd'hui c'est complètement le contraire. Mais au départ, il y a eu des réfractaires. J'ai même eu une personne qui est partie, qui s'occupait du paiement artiste, parce qu'elle avait le sentiment qu'on allait au contraire l'enliser. Sauf qu'il fallait nettoyer de la base de données pour aller plus loin. Mais peut-être qu'on n'a pas assez expliqué et assez communiqué. Là encore, dans un contexte de Covid, de crise, etc.,
c'était vraiment compliqué. Et je pense que c'était plus compliqué en interne qu'avec SoluSquare. Voilà. Hein, Christelle, tu peux peut-être compléter? Ouais, je suis assez d'accord. Après, sur le côté réfractaire au changement, tu l'as toujours dans un tel projet. Donc, effectivement, c'est difficile même. Enfin, effectivement, je pense qu'on aurait pu plus expliquer, donner plus la vision, mais même comme ça, je pense que c'est de toute façon les freins. À un moment donné, ils sont là. Notamment là, c'était un tel changement et en aussi peu de temps, on a changé pratiquement tous les outils, toutes les manières de faire. Donc c'était un peu tout remettre à plat et tout réinventer. Ça revient quand même à ça. Donc après, je pense que les gens ils ont été convaincus aussi au fur et à mesure à l'utilisation. En fait, de se rendre compte. Moi, si je pars sur ma partie, par exemple site web, c'est vrai que sur toute la partie PrestaShop, on était arrivé au frein de à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, en fait, on n'avait pas la main. On était bloqué, ça buguait. Donc là, il y a eu le temps de tout refaire différemment, de devoir recréer tout le site web. Donc il y a eu beaucoup d'énergie de passer. Mais après, derrière, quand on a les fruits tout de suite. Donc finalement, en fait, le fait de le faire aussi en un temps très court, c'était aussi positif de ce point de vue-là, parce que ça a été très dur sur la période de changement. Mais les fruits, on les a eu quand même assez vite. Donc je pense que ça a aidé. Et puis, moi j'ai l'exemple, par exemple, d'une personne qui est galerie manager depuis 18 ans et qui n'était pas du tout douée sur l'informatique et qui aujourd'hui dit mais heureusement qu'on a ça, parce que moi, au moins un client sur deux qui rentre en galerie me parle du site internet. Donc en fait, ils sont tellement convaincus par le résultat qu'en fait, ils se disent ouais, tout ce chemin parcouru, je le comprends, je le conçois. Et maintenant, j'accepte encore des changements. Et par rapport à l'omnicanalité entre les intégrés et les franchisés, le fait que vous achetez un endroit, c'est l'autre artiste, l'autre site, l'autre galerie, qui est rémunéré, ça se passe comment toute cette relation? Alors, pour être honnête, au départ, ils étaient très réfractaires. Et quand ils se disaient, moi j'ai des belles œuvres en galerie, je ne vais surtout pas les mettre sur le site parce que je suis sûre de les vendre très très vite. Au final, il a fallu jouer à open book avec eux. Je pense qu'au tout début, on faisait notre business, on leur dit t'es rétrocédé tant. Mais ils ne comprenaient pas qu'il y a des frais d'acquisition qui sont colossaux, il y a du temps de travail, il y a plein de coûts cachés que personne ne peut comprendre si on n'a pas les mains dedans. Donc on a un comité que Christelle pilote d'ailleurs, où on réunit 3 franchisés qui sont élus par les franchisés. Et à partir de là, on a présenté le compte d'exploitation e-commerce en disant voilà ce qu'on gagne, voilà ce que vous gagnez, et voilà ce que nos galeries en propre gagnent sur la business unit e-commerce. Et en fait, tout s'est dénoué quand on a présenté ça. Et aujourd'hui, ils jouent complètement le jeu. Parce qu'ils se rendent compte que ça fait venir du trafic en galerie. Vous avez donc déployé SoluSquare. Est-ce que parallèlement vous avez mis en place d'autres outils et peut-être aujourd'hui, quels sont peut-être les autres investissements technologiques que vous souhaitez mettre en place? Effectivement, en parallèle, on a un certain nombre d'autres outils, après qui sont connectés ou non avec SoluSquare. Effectivement, tu parlais de TC Group. En fait, on avait avant déjà, c'est un système de compteur pour compter le trafic extérieur et le trafic d'entrants dans les galeries, qui jusque-là vivait parallèlement. En fait, on a analysé les choses assez en silo. Aujourd'hui, c'est connecté avec SoluSquare, donc effectivement sur les exports, ça nous permet de directement avoir justement les taux d'attractivité, les taux de conversion. Donc ça, c'est vrai que ça fonctionne très bien désormais, et du coup il y a d'autant plus de puissance sur cet outil-là. Après, sur d'autres outils récemment implémentés, il y a des outils RH, on a implémenté la Messia pour pareil, c'est complètement là pour le coup à part de SoluSquare, mais dans les outils d'accompagnement aux équipes. Et après,
Effectivement, c'est vrai quand tu as évoqué au début un peu la couche informatique et les outils qu'on avait, moi c'était au tout début quand je suis arrivée, mais en fait c'est vrai que le fait de refaire le CMS, en fait on a quand même aussi remis à plat un certain nombre de plateformes qui gravitaient autour de notre site avant. Ça a été aussi un peu l'occasion entre guillemets de faire le ménage et de reconstruire et de réempiler au fur et à mesure. Et donc ça c'est vrai qu'on réapprend aussi dans les outils là qu'on vient de reprendre. On a pris aussi Content Square pour d'autant mieux analyser. Et en fait, ça, c'est parce qu'on le refait dans le bon ordre aussi. En fait, maintenant, d'avoir le site internet sur lequel on a quand même la main sur énormément de choses, ça devient intéressant de reprendre des outils comme ça, d'analyse et vraiment de parcours, parce qu'on sait que derrière, on peut avancer et on peut justement corriger en fonction de ce qu'on voit. Bonjour. Comment est porté le système de caisse? Est-ce qu'il est intégré à SoluSquare ou est-ce que vous avez un système externe qui est interconnecté avec SoluSquare pour la partie facturation dans les boutiques, ou est-ce que vous créez un compte client à chacun des clients qui vient en boutique pour pouvoir après lui permettre de passer en mode de paiement sur le site et vous ventiler les ventes par type de mode de retrait ou je sais pas, type d'adresse de livraison ou de retrait en magasin, etc. Je vais donner le micro à Jerry pour cette question. Oui, merci. En fait, donc toute la solution, que ce soit le e-commerce ou le magasin, tout est sur du SoluSquare. Donc c'est le MPOS dont parlait Stéphanie tout à l'heure. Côté MPOS, en fait, tu as la possibilité soit de venir et d'être déjà basé, d'être un client connu. Donc là, c'est un peu un gain pour les galeries puisque tu peux te faire identifier. On peut voir quel est le panier que tu as déjà éventuellement en ligne ou les produits que tu as mis dans tes favoris sur une première expérience côté e-commerce ou même dans une autre galerie. Donc ça, c'est aussi un intérêt pour les vendeurs dans les galeries. Et après, quand tu fais ton premier achat, soit tu décides de t'en baser, donc là tu as un compte client créé à chaque fois que tu as un achat, mais tu as aussi une sorte de commande en mode invité pour les gens qui veulent pas s'en baser. Et dans ce cas-là, c'est une commande anonyme avec une simple génération d'un ticket, de l'équivalent d'un ticket de caisse, en fait, tout simplement, quoi. Par contre, l'avantage, c'est que tout remonte dans le même système CRM pour les clients qui sont basés, donc c'est Sendinblue, et donc ça fait partie des outils que Carré d'Artiste a remis à plat, notamment quand on a refait le projet, c'est de refaire en fait toute la structure d'espèce de data layer de la CRM de Carré d'Artiste. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais entendu une question autour des livreurs. Ah bah tu la recommences, pas grave. Alors, le sujet c'était la logistique. Comment on fait dans un endroit où on expose des toiles, on fait de l'expédition logistique et de la préparation logistique pour expédier ces œuvres. Voilà, c'était un peu la problématique parce que bon, après il n'y a pas le degré d'urgence par rapport à l'e-commerce traditionnel est différent, c'est-à-dire que nous on a une contrainte, si le client n'est pas livré en 24-48, il nous fait un pataquès au service client, alors qu'une œuvre, si on la reçoit demain ou après-demain ou la semaine d'après, je ne pense pas que le degré d'urgence est le même, sachant que le repeat business est différent, mais voilà, l'emplacement, il faut prévoir une zone de préparation de colis avec du carton, du papier, comment vous gérez ça? Alors là-dessus, donc, pour revenir juste sur les délais, effectivement on ne fait pas du 24 heures. Par contre, on annonce notamment dans les livraisons classiques potentiellement entre 2 et 4 jours ouvrés ou quelque chose comme ça, et pour le coup on doit quand même tenir les délais. Donc les galeries effectivement doivent de toute façon, l'idée c'est quand même, comme tout commerçant, de tenir nos engagements. Donc pour le coup, effectivement, ils ont un rythme à tenir et ils regardent très régulièrement les ventes qui les concernent et effectivement, pour le coup, ça, on y tient, on y veille. Après, je pense que sur l'organisation vraiment logistique, alors une des différences quand même, effectivement, dans la vente de galeries d'art, c'est qu'une galerie va jamais avoir,
Sur Noël, justement, le rythme devient un peu plus soutenu, mais ils n'ont jamais 100 colis à préparer voilà, dans leur espace. C'est là la différence. Et donc, en fait, après, c'est fait en bonne intelligence. En fait, ils ont tous des réserves qui sont très bien rangées, très bien optimisées, que ce soit pour les besoins de la galerie. Est-ce qu'on a un certain nombre de boîtes cadeaux, d'emballages cadeaux, voilà, on a un service à tenir. Et du coup, de la même manière, ils ont les emballages pour le e-commerce. Et après, sur la préparation des commandes, en fait, la plupart du temps, effectivement, il y a quand même des moments creux en galerie. C'est vrai que voilà, en fait, on n'est pas un Zara, donc il n'y a pas un flux non plus complètement continu. Donc ils ont appris à dédier des espaces et à savoir jongler sur ces périodes-là. Et après, sur les périodes vraiment très élevées, type Noël, sur certaines galeries, ça nous est arrivé d'ouvrir 1 heure plus tôt pour que justement ils puissent... exactement. C'est comme ça que les gens font ça aussi. Est-ce que vous avez encore peut-être des questions pour nos amis de chez Galeries d'Artistes? Merci à tous. Merci à vous.